Bonjour à tous mes petits monstres. Avant que l'histoire ne commence, un rapide petit mot. Vous avez sûrement remarqué depuis quelques jours, il y a une augmentation de publicité sur toutes les vidéos YouTube, que ce soit les nôtres ou n'importe qui d'autre. Eh bien en fait c'est que YouTube, depuis le 15 mai exactement, ils ont décidé de placer eux-mêmes des publicités sur n'importe quelle vidéo, qu'elle soit récente, comme celle maintenant là tout de suite, celle de demain, après-demain et j'en passe, et toutes les anciennes qui existaient déjà avant. Pourquoi est-ce qu'ils décident de faire ça? Eh bien parce que ça rapporte plus de pépettes, évidemment. Les publicités que vous regardez nous rapportent des sous à nous et aussi à YouTube, principalement à YouTube. Donc forcément, s'il y a plus de pubs placées à des meilleurs endroits, eh bien ils ne se gênent pas pour les mettre. Personnellement, je plaçais toujours les publicités de façon régulière afin de ne pas trop souvent vous embêter et surtout avec le même décalage entre deux. Et comme vous le savez aussi, il fallait au moins que mes vidéos fassent 12 minutes pour que je puisse me permettre de mettre une publicité dans le milieu, car sinon je trouvais ça beaucoup trop tôt. Oui mes petits monstres, je me mets à votre place, je sais ô combien avoir plein de publicités c'est vraiment emmerdant. Et oui, je peux aussi refuser les publicités que YouTube nous impose au fur et à mesure. Mais le problème, c'est qu'on les refuse une fois, d'accord, il n'y a pas de problème, mais dès qu'on a le dos tourné, YouTube les replace instantanément. Et je peux vous assurer qu'ils le font à chaque fois. Donc vous savez quoi mes petits monstres? Eh bien si YouTube décide de nous imposer ces publicités sous prétexte que je peux les retirer mais qu'ils les remettent directement derrière, eh bien moi j'arrête de placer des publicités comme cela à des rythmes réguliers. Pourquoi? Eh bien simplement s'il y a mes publicités, on va dire 2 ou 3, et en plus ceux de YouTube 5 ou 6, si je ne mets pas les miennes, ça en fera toujours 2 ou 3 en moins pour vous, vous ne croyez pas? Donc on va laisser YouTube faire comme ils veulent, de toute façon on peut rien leur dire, c'est comme ça, c'est les rois, ceux qui commandent, alors on se plie à leur volonté et on dit amen, comme on a toujours fait et comme on fera toujours. Donc voilà mes petits monstres, je suis vraiment désolé pour le nombre de publicités qui a augmenté, mais sachez que moi je n'y peux vraiment rien. J'ai bataillé pendant plusieurs jours, mais ils ont décidé ainsi, alors moi je laisse tomber. J'espère seulement que vous ne serez pas dégoûtés et lassés d'écouter notre contenu à cause du nombre de pubs. Sachez que moi et Laura, on continue à travailler très dur pour vous proposer du contenu original, même si celui-ci est envahi de parasites, parasites publicitaires. Mais bon, c'est comme ça. Allez, sur ce mes petits monstres, place à l'histoire. Je suis contente. J'ai enfin réussi à ouvrir ma propre entreprise. Je n'ai plus de patron qui se met à donner des ordres. Maintenant, je suis toute seule. Je vais pouvoir faire ce qu'il me plaît. Je suis bien consciente que les premiers mois vont être très compliqués. Je ne vais pas me sortir un salaire tout de suite, sauf si mon affaire fonctionne direct. C'est ce que je souhaite, mais je suis réaliste. Ça risque de prendre du temps. Avant toute chose, je dois penser à rembourser mon prêt, qui m'a permis d'avancer dans l'achat du matériel, ainsi que des travaux dans mon bureau qui est devenu un atelier. Et bien sûr, des frais de logistique, des frais pour le site internet, et encore plein d'autres choses. Mais j'ai une grande volonté, je sais que je peux y arriver. Mon petit avantage, c'est que je n'ai pas de local à louer ou acheter. Je fais tout à domicile qui est plutôt une bonne chose. Voilà pourquoi j'ai réaménagé mon bureau, pour que cela devienne plus pratique pour mon activité. Je fais des réalisations en résine époxy. Oui, je sais que beaucoup se sont lancés là-dedans et que c'est devenu un effet de mode. Mais beaucoup ont oublié que c'était dangereux. Quand je remarque que certaines enseignes se permettent d'en vendre à des enfants, je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est totalement de la débilité humaine. Ça me surprend encore que des parents puissent laisser leurs enfants en faire. Mais enfin, je ne suis pas leur mère, mais pour moi c'est devenu une passion et aussi un besoin vital. Car sans ça, je ne peux pas vivre dans le sens que, pour vivre, il faut absolument de la nourriture. Et que je sache, l'argent n'est pas un légume, il ne pousse ni dans un arbre et encore moins dans le sol. J'aime aussi avoir la satisfaction d'avoir réussi de faire quelque chose de mes 10 doigts. Voir que ma création est pour moi toujours et parfaite. Ce sentiment d'avoir pu sortir ce que je pensais de ma tête, la voir prendre vie en quelque sorte, sans un défaut, avec le bon moulage, la bonne couleur, qui me permet d'avoir une teinte parfaite. La patience est mère dans ce métier. J'ai du temps à revendre, je suis seule, sans enfant et sans animaux qui pourraient me demander de l'attention constante.
Si c'est un chien, il aurait fallu avoir du temps en plus à la sortie. Non, je ne suis pas à plaindre, je le vis très bien. Je ne supporte pas, enfin plus, mais dans la vie on a besoin de gagner de l'argent. J'ai essayé toutes sortes de métiers, mais je n'aimais pas du tout recevoir des ordres provenant de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi j'ai décidé d'être à mon compte. Mes créations sont peut-être très originales, mais aussi c'est ça qui me plaît, me différencier des autres dans ce domaine. C'est primordial pour survivre. Je peux aussi bien refaire des résines à partir d'un anime, d'un dessin animé, voire même de films, ainsi que des choses qui nous entourent. Mais ma petite particularité, c'est que tout mon travail, mes œuvres d'art ont tous un point commun. Bon allez, deux, si je me prends en compte. Non, elles sont toutes faites avec la même couleur, qui est le pourpre, un petit cours de science. Cette couleur symbolise la couleur de la prière. Dans certaines religions, elle est associée au chakra, siège de la conscience, point de liaison entre l'univers et le divin. Le violet est la couleur de la spiritualité. Après, chacun est libre ou non d'y croire. De mon côté, mon atelier, ma couleur, mes résines, me permettent de mieux me sentir dans mon corps et dans mon esprit. Quand je suis dans mon travail, j'oublie tout ce qui peut se passer dans le monde. À dire vrai, je ne sais pas quel jour nous sommes. Je passe le plus clairement de mon temps de ma journée à essayer des nouveaux projets de réalisation. Et cela me prend énormément de temps. Alors, bien sûr, je ne fais rien qui est en lien avec Disney car pour pouvoir utiliser cette marque, il faut dépenser beaucoup d'argent pour obtenir la licence, si on veut être en toute légalité. Ce que je fais à ma petite échelle, ce sont des cendriers, des plateaux, des porte-clés et bien sûr des figurines. Bon, c'est vrai qu'avec ma couleur de base, on pourrait croire que je n'ai pas beaucoup de choix. Mais si, au contraire, je me donne aucune limite. Ce qui fonctionne en ce moment, c'est l'univers de la K-pop. Il y a de plus en plus de monde qui est attiré par ce genre de musique. Et sans me cacher, j'ai remarqué que les stars coréennes ont un physique plutôt attirant. Si on met de côté toute la partie de chirurgie esthétique, comme se refaire le nez, ou ce qui est plus répandu, c'est de se refaire la seconde paupière ou bien les lèvres. Enfin bon, chacun sa culture, j'ai envie de dire. Et avec la fin du service militaire d'un célèbre groupe qui s'appelle Bangtan Seodan, mais plus connu sous le nom de BTS, qui j'avoue est beaucoup plus facile à retenir. Et oui, les godis à leur effigie s'arrachent à prix d'or. Et faire quelque chose de violet en leur nom est facile, car c'est tout simplement leur couleur. J'ai pu lire dans un article que l'un d'eux a la langue qui a fourché en anglais. Il a voulu dire « We love you » et c'est sorti « Purple you », d'où la couleur de leur lipstick, créant ainsi le fameux océan violet. Je ne les connaissais pas vraiment il y a peu de temps, où j'ai constaté que le monde commençait à en parler de plus en plus. Certaines viennent me voir en message privé pour savoir si je peux faire des commandes personnalisées. Bien sûr que j'accepte, c'est une rentrée d'argent après tout. Je serais assez folle de refuser. Ça va des demandes des plus classiques, comme une figurine de leur star, à des demandes, comment dire, assez insolites. Des objets pour se faire plaisir. C'est bizarre, c'est malsain, mais on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. J'ai une entreprise à faire tourner, donc j'accepte toutes les commandes, même si elles sont un peu plus farfelues et me permettent de sortir de ma zone de confort. Ça me donne un petit challenge supplémentaire. Je savais qu'avoir ma propre boîte serait coûteuse, mais à ce point, non, pas tout à fait. Ça fait partie du jeu, comme on dit. J'ai de la chance aussi que je n'ai pas d'employé. J'ai donc ainsi des économies de ce côté-là. Je dois avouer que je ne le fais pas par choix. Cela me permet de rester isolée dans mon appart et fuir du monde extérieur. Je n'ai pas tout dit sur moi. J'ai une apparence peu atypique des autres personnes. J'ai connu une enfance pas très joyeuse, ni même épanouissante. Oh ça non alors. Je ne sais même pas si mes parents me désiraient. En fait, non, pas du tout. Ils ne m'aimaient pas. Ce n'était pas possible. J'ai connu la famine, la maltraitance. J'ai vécu une grande partie dans un placard, sans lumière, à la Harry Potter. Pendant ma scolarité, si j'avais le malheur de ramener une mauvaise note, j'obtenais comme récompense un coup de ceinture offert par mon père. Cependant, en ce qui concerne ma mère, devant ses amis ou même la famille, elle jouait le rôle de la daronne parfaite aimante.
Elle s'occupait de moi, comme si elle était une très bonne mère. Quand nous sortions en ville, pour aller à la boulangerie, pour aller acheter du pain, et des viennoiseries pour son mari. Je me souviens, j'étais jeune aussi. Elle me donnait la main. Elle me positionnait de telle sorte que je sois toujours du côté du trottoir, plutôt que du côté de la route, pour éviter que les voitures ne soient pas près de moi. Ça me réchauffait le cœur, mais quand nous étions que toutes les deux, dans la maison, c'était tout autre chose. Elle devenait clairement un démon. Je vais m'expliquer aussi calmement que possible. Dès qu'elle me voyait, elle commençait à avoir son regard qui changeait. Celui qu'elle avait en extérieur devant les autres, c'était surtout celui de la bienveillance. Mais à l'intérieur et seul, c'était celui du dégoût, de la haine, du mépris. Et si j'avais le malheur de la regarder dans les yeux, elle prenait le premier truc qui lui passait sous la main pour soit me taper, soit pour me le lancer de toutes ses forces. Elle ne visait rien en particulier. Ça tombait un peu partout. Bien sûr, j'ai essayé d'esquiver, mais après elle s'avançait pour me coller une gifle. Ma réaction à ce moment-là dépendait de l'objet qu'elle avait eu à sa portée. Malgré que j'allais à l'école, personne n'avait remarqué mes coups sur le corps, comme les traces de ceinture dans mon dos. Mon père m'en avait tellement mis de trempes qu'encore aujourd'hui, je les ai toujours les marques. Elles sont cicatrisées depuis le temps, mais elles sont boursouflées, avec des reliefs. Je n'en suis pas fière, mais je ne peux pas les retirer. Donc j'ai constamment des t-shirts et non des dos nus. Enfin, ce n'est pas tout. C'était déjà très bien, mais je devais également faire le ménage. Pas seulement dans ma chambre, non, ça serait trop beau. C'était l'ensemble de la maison, en plus de ma journée d'école. Je devais me lever à 5 heures du matin, ce qui me permettait de m'habiller, de faire mon lit, ainsi que de faire les tours des pièces pour récupérer le linge sale qui traînait partout dans la maison, pour ensuite pouvoir faire une machine à laver. Comme ça, le temps que ça tournait, je devais aussi préparer le petit déjeuner à mes parents. J'étais enfant unique. Une fois que j'avais tout fini, je partais à l'école vers 7h40 et je rentrais à la maison à 18h. J'étais quand même bien mieux dans un endroit scolaire. Ok, les cours étaient parfois longs, mais je pouvais être moi-même, sans avoir peur de me faire rouer de coups. Je pouvais parler de tout ici. Bien sûr, pas de ce qui se passait entre mes parents et moi. Sinon, ils m'ont juré de me tuer. Alors, idiote que j'étais, je n'ai rien dit durant des années sur eux, sur tout ce que je pouvais subir. Arrivé à l'âge de mes 16 ans, ils m'ont fait comprendre que je devais trouver du travail pour rapporter de l'argent. Donc, je devais me trouver un job, en plus du ménage et de l'école. Ça commençait à faire beaucoup. Et eux, à côté, ils ne foutaient rien de leur journée. Leur activité principale était de m'insulter et de me taper de toute leur force. Je n'ai jamais pensé à me défendre durant toutes ces années. J'ai toujours reçu des coups portés sans rien dire. Mais dans ma tête, je les ai tués un nombre incalculable de fois. Et parfois dans des façons pas très jolies. Ni même à voir, ni à penser. J'en venais à être jalouse de mes amis, qui étaient aimés par leurs parents. Ils faisaient des sorties en famille, comme aller à la mer, que moi-même je n'ai jamais vue, ainsi qu'une simple sortie au cinéma. J'en rêvais tellement, comme faire un plateau télé, pouvoir grignoter tout ce que je désirais. Ça devait être tellement plaisant à faire et à vivre, seul ou avec des amis. Alors, à l'heure actuelle, je n'ai ni l'un ni l'autre. Je me suis débarrassée de mes parents, il n'y a pas si longtemps que ça, et de la plus belle des façons qui soit. J'ai pris tellement de plaisir à les tuer, je ne peux pas garder ça pour moi. J'ai ouvert mon entreprise en résine époxy. Il faut savoir bien travailler les mélanges, car il ne faut pas faire la moindre erreur. Sinon, la résine peut être très dangereuse. Il faut bien sûr être bien équipé, avec des gants, un masque pour éviter d'aspirer les vapeurs toxiques. Mais en vrai, c'était tellement satisfaisant de voir ce liquide pourpre couler tout tranquillement sur les mains de mon géniteur. Le mélange était encore bien chaud, car pour rappel, pour que la résine soit maniable, il faut la faire chauffer, ce qui la rend extrêmement brûlante. Mélangez à ça le durcisseur et le tour est joué.
Alors voilà pourquoi il faut absolument une protection au niveau de nos mains, car sans ces dernières, on est vite brûlé. Eh bien, grâce à ma connaissance dans la matière et au besoin insensé de devoir trouver un travail pour nourrir ces deux crétins, j'ai pu au fur et à mesure économiser pour acheter mon propre matériel, sans qu'ils ne le remarquent. Bon, après et par chance, ils n'avaient pas accès à mon compte bancaire. Est-ce que j'ai menti? Non, j'ai juste omis de leur dire toute la vérité. Donc mon premier essai était sur mon père, lui qui aimait me demander de lui emmener une bière devant son film du soir. Il était quelque peu surpris et choqué que le brûlait à la résine. C'était tellement tentant aussi. Il était assis là, dans son fauteuil tout pourri, mais il n'a pas remarqué qu'avant sa venue, j'avais préalablement déposé une belle couche de colle sous son fessier, ce qui m'a permis de travailler en toute légèreté. Il fallait voir la tête qu'il faisait. Ses mains étaient en train de fondre au contact du produit, et il ne pouvait pas se lever pour me donner un énième coup de ceinture. Je suis partie dans une explosion d'un immense fou rire devant lui. Je n'ai pas pu me retenir de m'exclamer ma joie grandissante. Sa façon de me punir tous les jours, j'en ai eu assez. Alors, pour une fois, c'est moi qui allais le corriger, à sa manière. Tout en restant dans son angle de vue, j'ai pris sa plus belle et plus lourde, ainsi qu'avec un superbe ceinturon. Ses yeux se sont écarquillés tellement fort que j'ai cru qu'il était alors possible d'éjecter ses yeux de leurs orbites naturellement. J'ai encore lâché un rire. Une fois l'objet dans ma possession, je me suis retournée vers lui, tout en la faisant claquer dans mon autre main. Il m'a bien sûr supplié. Il me disait que ce qu'il me faisait subir, c'était pour mon bien, que sans ces nombreuses corrections journalières de leur part, j'aurais pu ainsi m'éloigner du droit chemin. À ces mots, j'ai pas pu retenir ma rage. Le premier coup est parti sur ses cuisses. Je n'ai pas réfléchi bien longtemps pour qu'un second coup est aussi parti cette fois dans le dos. Il poussait des cris. Il me hurlait dessus pour que je cesse de lui infliger cette torture, que cela lui faisait mal, que la douleur lui était insupportable en ce moment-là. Je ne savais pas si c'était dû à mes coups de ceinture ou la résine qui continuait toujours à lui transpercer la peau, mais plus il criait d'arrêter, et plus je continuais à le faire claquer contre son corps. J'avoue que c'était ultra libérateur. Je sentais toute ma colère s'évaporer, ainsi qu'un sentiment de bien-être. Je ne sais pas si lui aussi ressentait la même chose que moi dans la situation similaire, mais ça ne le permettait pas de le défendre. Son geste qu'il m'a fait subir pendant 12 longues années. Et cela, tous les jours. À chaque coup, j'ai laissé ma douleur partir. Mais arrivé au bout de 30 minutes de fouettage intensif, mon bras a commencé à souffrir de douleur. C'est alors que j'ai préféré arrêter les frais. Je ne voulais plus avoir n'importe quelle douleur à cause d'eux. Mais quelle fut ma surprise quand j'ai constaté que monsieur était là, mort, sous sa propre punition. Ma mère est rentrée pile au bon moment, comme par magie. Le PNJ qui apparaît sans qu'on lui demande son avis. Elle avait une petite soirée entre filles. Le genre de soirée où elle se plaint de sa condition de vie, ainsi que la vie de son mari. Je n'avais plus peur. Je l'ai laissé attraper la ceinture que j'avais laissée tomber, sans qu'elle ne le remarque. J'avais composé le numéro de la police sur mon téléphone. Je savais pertinemment qu'elle allait commencer à m'insulter par rapport à mon comportement. Elle a couru en direction de son mari, raide mort. Elle m'hurlait dessus, demandant ce que j'avais bien pu lui faire. Qu'est-ce qui avait bien pu se passer par la tête pour lui faire subir une telle chose? J'ai entendu une voix provenant de ma poche de mon pantalon. Alors, sans le moindre doute, j'ai dit à voix haute que ma mère avait tué mon père. J'ai aussi donné mon adresse très clairement. Elle avait été choquée, mais pas autant quand elle a vu quelques minutes après qu'une patrouille de police a débarqué chez nous en mode commando. Ils ont carrément défoncé la porte d'entrée avec un bélier. Ils sont arrivés à temps car ma mère avait repris la punition tant aimée par mon père. J'étais à genoux, en train de me faire tabasser comme une merde. Et encore, celle-là on l'essuie avant de la jeter dans les égouts. La police n'a pas hésité, qu'ils lui ont mis les beaux bracelets autour de ses petits poignets de ma mère. L'un d'eux est venu me voir. En passant devant le canapé,
J'ai pu constater qu'il a pris un plaid qui était sur le rebord, pour pouvoir cacher mon corps, complètement meurtri. Je devais donc jouer la comédie. Je pleurais à chaudes larmes. Ce n'était pas très compliqué. J'avais juste à penser à tout ce que j'ai vécu, jusqu'à présent. Car oui, je n'ai jamais versé une seule goutte d'eau, depuis ma jeunesse. C'était montrer que j'étais faible, et ça, il en était hors de question. Il aurait été trop content de voir que leur punition me faisait terriblement mal. Quand ils ont constaté les marques sur mon dos, j'étais habillée dans un dos nu. Ils ont préféré faire appel à une ambulance, direction l'hôpital, car le compte-rendu qu'allait me faire le médecin pouvait être en ma faveur contre mes parents. Enfin, du moins ma mère et sa condamnation, qui aurait été pour meurtre et maltraitance. J'ai donc suivi le mouvement sans rien dire. Je me suis laissé guider. Une fois rendu au bâtiment hospitalier, on m'a pris quasiment en charge. Peut-être est-ce que c'est le fait que je suis venue en ambulance et accompagnée par des messieurs habillés en bleu, je ne sais pas. Mais c'est bien de ne pas errer dans les couloirs, ni attendre des plombes dans la salle d'attente. Mes blessures à l'heure actuelle n'étaient pas une question d'urgence de toute façon. J'en étais consciente. Il y avait bien plus grave, mais ça, nous ne le voyons pas en tant que patient. Une gentille infirmière m'installa dans un box pour qu'un médecin puisse me sculpter. Je commençais bêtement à stresser. Pour moi, c'était une grande première de parler de mes coups, de mon passé vécu avec ces bouchers. J'ignorais ce qui allait se passer par la suite, mais j'étais là, dans une salle blanche, avec un lit, le strict minimum de matériel. Il n'y avait pas d'horloge, je ne savais pas combien de temps j'avais attendu, qu'un homme surgit derrière la porte, portant une blouse blanche et un stéthoscope autour de son cou. Au début, c'était des questions banales, du genre quel âge j'avais, où je suis né, où j'habitais, dans quel lycée j'étais, enfin voilà ce genre-là. Mais je me suis presque glacée sur place quand il m'a demandé de me déshabiller pour voir l'étendue des blessures, à laquelle j'avais eu le droit pendant presque 12 ans. Sans rien dire, j'ai commencé à retirer mon haut, là où la plus grande partie était faite. Il n'a montré aucune réaction, mais sur un papier, il écrivait la moindre cicatrice, ainsi que sa forme, sa couleur. Certaines étaient presque devenues invisibles, mais d'autres étaient jaunes, violets, un vrai arc-en-ciel de couleurs dans mon dos. Il se permit d'en toucher quelques-unes, et à son contact, je me suis raidie. Il a bien sûr essayé de me rassurer, qu'il n'était pas là pour me faire du mal, mais au contraire, me sortir de cet horrible calvaire. Certaines étaient encore très vives, comme ma chère daronne avait eu le temps de m'infliger une énième correction. D'un geste doux, il m'appliqua une pommade en me disant que c'était pour calmer la douleur et faire coaguler le sang, en essayant au mieux pour que les années, elles seraient moins visibles. Dès qu'il a fini de regarder mon dos lacéré, il m'avait demandé si j'avais encore des traces comme celle-ci ailleurs sur mon corps. Sans lui répondre, j'ai retiré mon pantalon, et là, une fois de plus, il a pu constater des nouvelles marques, des coups de ceinture, des traces de martinet, mais également des brûlures, ici et là que mon père me faisait en éteignant sa cigarette, se servant de mon corps comme un cendrier. Il les a pris en vue, une par une, pour les lister sur une feuille. Ce n'était pas un moment très amusant pour moi, me mettre à nu assis pour la première fois de ma vie à quelqu'un, mais je sais que c'était pour mon bien. Alors j'ai pris mon mal en patience, et je l'ai laissé travailler, sans rien dire. Il avait aussi remarqué une blessure à la tête, que j'avais dû oublier de lui dire. C'était un manche de balai, un excès de colère de ma mère. Il me fit signe de me rhabiller. Il en avait enfin terminé. Le rapport a été transmis aux agents de l'ordre. Ils m'ont gentiment raccompagné jusqu'à chez moi, en me rassurant que je n'avais plus rien à craindre, que cette affaire était entre de bonnes mains, que si j'avais besoin de me confier à quelqu'un, je pouvais contacter un psychiatre. J'ai attendu que tout le monde parte de chez moi, pour sauter de joie. J'avais réussi ma mise en scène avec brio, sans qu'aucune personne ne se doute de rien. Je ne savais pas encore pour combien de temps j'allais pouvoir profiter de ma solitude, sans mes bourreaux, mais j'appréciais fortement. J'étais à la maison toute seule. Le seul truc que j'avais envie de faire, c'était de pouvoir dormir sans me mettre le réveil,
Cette sonnerie à 5 heures du matin me rendait complètement folle. Les jours se sont succédés. Au bout d'une semaine, j'ai eu la bonne surprise de revoir ma mère à la maison. Ils l'ont relâchée pour motif instable mentalement, qui ne lui permet pas d'être incarcérée à ce jour, daté du 30 mai 2025. Je n'ai rien à dire face à cette déclaration. J'étais outrée qu'on puisse laisser en liberté ce genre d'individu, mais je ne suis pas la loi. J'ai donc laissé couler, au premier comme au second degré. Elle m'avait gentiment demandé de lui faire un petit café, car celui du poste de police était imbuvable. Je n'ai rien dit. Je lui ai fait sa petite boisson chaude qu'elle voulait tant. Mais à ma façon. J'étais dans mon atelier au moment où elle avait passé le seuil de la porte. J'avais commencé à faire quelques tests justement sur ma résine. Elle était tout juste prête. Je n'ai pas mis longtemps à réfléchir. Je suis partie vite fait à la cuisine, récupérer dans le placard le café en poudre qu'elle aimait tant, et je lui ai versé dans ma résine que je transvasais dans une tasse. Je l'ai remué comme si de rien n'était. Ça sentait bon le café. En ce qui concerne le goût, je ne sais pas du tout. J'allais bien voir sa réaction quand elle aura décidé de le boire. Je n'avais même pas eu le plaisir de lui apporter au salon, qu'elle était rentrée dans mon atelier. Chambre. Elle me toisa du regard. Je lui ai juste répondu que j'avais entendu mon téléphone sonner et que son café était prêt. Ses yeux étaient rouges, certainement dû à une grosse crise de pleurs non-stop. On pouvait me traiter d'être sans cœur, mais dans ces cas-là, j'y aurais laissé volontiers ma place à la personne qui oserait dire ceci. J'observais ma mère porter à ses lèvres son précieux liquide encore chaud. Je n'ai pas très bien compris, mais elle l'a bu d'une traite. Elle regarda alors autour d'elle. Voyant ainsi où elle était, et avait déjà deviné de ce qu'elle tenait dans sa main. Elle se doutait que, non, elle ne tenait pas son café, mais le produit même que j'ai versé sur le poignet de son cher et tendre mari. Mais elle n'a pas eu le temps de parler. Le durcisseur dans la résine faisait déjà effet. Et quand les cordes vocales sont collées, entre elles, il n'y a plus du tout de son qui puisse en sortir. Comme à son habitude, elle a commencé à chercher un objet qui aurait pu me faire mal. Encore à cet instant, nous avons donc commencé à jouer au chat. Elle me courait après, mais cette petite course-poursuite a été vite estompée par un agent de la sécurité qui avait fait irruption dans la pièce. Il n'avait pas cherché bien loin la cause de ce raffut. Ma mère tenait un objet tranchant dans les mains. Il la menota, sans demander une explication. J'ai haussé les épaules et je lui ai dit qu'elle avait confondu son café avec, dans un geste, je lui ai montré mon atelier. Et sans un mot, il l'embarqua, et plus jamais je ne l'ai revu jusqu'à maintenant. Cela fait désormais 2 ans que je suis dans notre maison. J'ai fait le nécessaire pour avoir l'obtention de ce bien, et avec un supplément, une mesure d'éloignement pour ma mère. Et j'en suis là, avec mon entreprise à résine époxy, tranquillement. Je fais plaisir à mes clients, et moi, je fais ce qui me plaît, sans contrainte.